La dernière station de poursuite du lanceur, la station de Malindi, dans la Corne de l'Afrique de l'Est, vient de confirmer que tous les paramètres au bord sont normaux. Alors à l'heure actuelle, vous le voyez sur les images, le lanceur est seulement constitué du composite supérieur qui est le SCA et la Casa Équipement, et au-dessus les deux satellites, donc Koreasat 6 dans le SILDA et Hispasat 1E sur le SILDA. Alors, on continue de suivre la fin du vol de l'ESCA, dont la mission est d'apporter le complément d'énergie nécessaire à la satellisation des deux charges utiles sur l'orbite visée pour enfin devenir des satellites de notre Terre. Mais lorsque le lanceur aura atteint donc son point d'injection, ce qui ne va pas tarder, le guidage va éteindre le moteur et les manœuvres de la phase balistique vont commencer. Nous attendons donc l'information sur l'extinction de l'ESCA. Extinction de l'étage supérieur cryotechnique sur commande de guidage. Voilà, donc cette ascension vient de se faire au temps nominal, après une durée de 1500 secondes, à l'altitude de 680 km. La masse du lanceur maintenant n'est plus que de 14 tonnes 5. Alors après 25 minutes de vol, nous entrons dans la phase balistique, donc la phase non propulsée. Alors nous en reviendrons, mais pour le moment nous suivons le film qui retrace les longues relations entre Hispasat et Arianespace. Les relations entre Arianespace et Hispasat remontent à 1992 avec le lancement du premier satellite Hispasat 1A. Depuis ont été lancés par Ariane Hispasat 1B, X-Star, Spainsat, Amazonas et ce soir Hispasat 1E. Jérôme Rive est le chef de projet de ce satellite. Jérôme, qu'en est-il pour la campagne d'Hispasat 1E ? Pour les services de lancement, l'intégration est une activité de longue haleine et dans le cas précis d'Hispasat 1E, les choses ont démarré presque 2 ans avant le lancement. À chaque signature de contrat, des conditions similaires et des qualités doivent être mises en jeu. Chaque campagne doit suivre une voie similaire, mais les besoins spécifiques des clients font que Arianespace et ses chefs de projet doivent les suivre avec précision. Jérôme, comment gère-t-on un projet satellite de cette envergure ? Cette activité est essentiellement multidisciplinaire. Il est donc primordial pour nous de mettre en place une organisation précise et rigoureuse pour respecter à la fois les impératifs et le calendrier du client et les contraintes d'Arianespace. Dans les relations étroites établies avec le client en général, celles avec le directeur de la mission satellite sont encore plus importantes. Laissons maintenant la parole à M. Antonio Abad pour Hispasat 1E. Le satellite Hispasat 1E a une puissance de 13 kW. Il est équipé de 53 répéteurs en bande KU qui lui permettent de desservir l'Europe, l'Afrique, les Amériques et il dispose aussi d'une capacité en bande KA. Grâce à ces répéteurs haute puissance et à la conception spécifique de ces antennes, ces utilisateurs bénéficieront d'une PIR et d'un rapport G/T remarquable, permettant d'offrir des services et des applications de qualité. L'industrie espagnole a joué un rôle important dans la construction du satellite. Eh bien, nous arrivons au temps clé, normalement, où doit se former la séparation d'Hispasat. Nous attendons maintenant cette information devant donc... Voilà, Hispasat a été séparé avec une mise en rotation lente, rotation transverse de 1,5 degrés par seconde, ce que vous voyez sur cet écran. En fait, la vie orbitale de ce satellite commence seulement maintenant. C'est vraiment pour toutes les équipes qui vont prendre le relais des équipes de Kourou et qui vont devoir maintenant, sans faille, eux aussi, faire entrer le satellite dans sa vie orbitale. Ce sera pareil tout à l'heure pour le second passager. Alors maintenant, nous allons suivre le directeur de la mission du satellite Hispasat qui va nous parler de ce qu'on appelle la mise à poste du satellite, une fois séparé donc du lanceur. Après la séparation, nous allons déployer les panneaux solaires qui vont alimenter le satellite en énergie et recharger ses batteries. 4 manœuvres du moteur d'apogée permettront d'élever le périgée de l'orbite pour qu'il atteigne sa position géostationnaire. Après avoir atteint son orbite géostationnaire, il sera mis en mode nominal de pointage vers la Terre et les réflecteurs d'antenne seront déployés. Après cela, nous allons mettre le satellite en position dite IoT, In-Orbit Testing. Une fois que le satellite sera en position appropriée IoT, il subira toute une série d'essais en orbite pour vérifier que la plateforme et la charge utile n'ont pas souffert au lancement.
Le satellite sera ensuite posté à 30 degrés ouest, prêt à fonctionner en colocalisation avec les satellites qui sont sur cette même position. À la fin de cette série d'opérations, le satellite sera prêt pour commencer sa vie en orbite pour une durée de 15 ans pendant laquelle il sera au service de notre clientèle. Alors, se prépare maintenant d'autres manœuvres là-haut pour séparer le SILDA, enfin ce que nous appelons le chapeau du SILDA. Donc, pour ouvrir cette boîte, on va la découper par un cordon pyrotechnique. La partie supérieure sera éjectée par 8 ressorts. On perdra encore 445 kg. Voilà, tout cela en moins de 2 minutes. Le SILDA sera séparé en phase 9 du vol balistique. Nous attendons maintenant cette séparation. Fin de la manœuvre d'orientation au profit du système de lancement double Ariane. Voilà, vous avez entendu le DDO qui annonce la fin de la manœuvre d'orientation et la séparation du système de lancement double Ariane. Il va y avoir maintenant 3 phases de réorientation, de mise en rotation lente pour le satellite COREASat qui en a besoin avant séparation. Donc c'est une mise en rotation lente longitudinale autour de son axe de 0,9 degrés par seconde. C'est un système pyrotechnique donc qui va relâcher la sonde qui attachait le satellite à son adaptateur. Le satellite n'est donc plus arrimé au lanceur, c'est alors qu'en se déploiant, les ressorts donnent l'énergie nécessaire pour l'éloigner sans encombre. Alors nous allons suivre dans quelques secondes maintenant le dernier sujet donc sur la collaboration entre Arianespace et ses clients. C'est le sujet sur la collaboration entre COREASat et Arianespace. C'est en 2008 que Korea Telecom a choisi Arianespace pour le lancement de son satellite de télécommunication COREASat 6. Donc, c'est une collaboration assez récente avec l'opérateur sud-coréen Korea Telecom. Véronique, comment s'est déroulée cette deuxième campagne à Kourou pour le satellite COREASat 6 ? Korea Telecom a renouvelé la confiance qu'il nous avait portée pour le lancement de COREASat 3, que le satellite COREASat 6 va venir remplacer en orbite. Arianespace est à la pointe des services de lancement. Sa fiabilité encourage la coopération avec les nouveaux opérateurs. Monsieur Yong-won, vous êtes le directeur de mission satellite pour COREASat 6. Parlez-nous de ces coopérations. Korea Telecom est très satisfait de l'exécution de ce contrat avec Arianespace, ainsi que de l'excellente coopération avec les constructeurs du satellite, Thales Alenia Space et Orbital Science. Nous sommes aussi très satisfaits du déroulement de la campagne. Monsieur Won, donnez-nous la vraie raison pour laquelle l'opérateur Korea Telecom a choisi Ariane. Comment fiabilise-t-on un client et que doit-on apporter de plus pour encore améliorer ce service ? La position prééminente d'Arianespace parmi les fournisseurs de services de lancement est bien connue dans notre industrie, avec un taux de fiabilité pour Ariane qui dépasse 95% et une succession ininterrompue de 40 succès. Les 2 facteurs principaux qui nous ont fait choisir Arianespace sont la fiabilité et l'engagement de respecter les délais. Et nous vivons les derniers moments de la mission du vol 199. Alors, résumons-nous. Plus de 32 minutes qu'Ariane s'est élevée de son pas de tir. On l'a vu monter dans le ciel de Kourou. Elle a suivi une trajectoire parfaite. Les différents étages se sont séparés. Le lanceur s'est allégé pour se recentrer sur sa mission, la mise sur orbite des 2 satellites qui lui avaient été confiés ce soir. Ispasat 1E est d'ores et déjà arrivé à destination. Dans quelques secondes, ce sera au tour de COREASat 6. Alors, le directeur de la mission du satellite COREASat 6 que l'on a vu tout à l'heure, on va le revoir maintenant, c'est monsieur Yong-won. Il va maintenant nous expliquer le déroulement des opérations sur ce satellite une fois séparé du lanceur pour ce qu'on appelle la mise à poste du satellite. Après la séparation, l'équipe de Orbital Science recevra les premiers signaux du satellite depuis le centre de contrôle de la mission de Dallas en Virginie. Une série d'essais vérifiera son état de santé et le satellite se trouvera alors en orbite de croisière. Ensuite, 4 mises à feu des moteurs d'apogée permettront d'élever son orbite et de réduire son inclinaison pour qu'il atteigne son orbite géosynchrone. Ensuite, on déploie les panneaux solaires et les réflecteurs. Et enfin, les essais en orbite de la plateforme et de la charge utile seront effectués avant que le satellite soit mis en service. Après avoir passé avec succès tous ces essais, le satellite sera opérationnel en janvier 2011. Dernier petit point technique sur le lanceur. Après séparation du dernier satellite, le composite va être réorienté encore une fois pour éviter toute collision avec les 2 corps séparés. Il y aura ensuite la phase de passivation des réservoirs oxygène-hydrogène liquide par ouverture des tuyères SCAR, ce qui va permettre aussi de gérer à court et moyen terme l'espacement
des différents corps en orbite pour qu'ils ne puissent pas se rencontrer. Alors nous attendons maintenant. Mise en rotation au profit de COREASat 6. Voilà, donc le composite est mis en rotation au profit de COREASat 6 et nous attendons maintenant l'instant de la séparation de COREASat 6. Voilà. De COREASat 6. Le deuxième satellite COREASat 6 est séparé du lanceur. Cette fois, vous voyez, nos deux clients se laissent aller à leur joie et à leur soulagement. C'est une nouvelle phase qui commence pour ces deux satellites. Eh ben, c'est déjà joyeux Noël et bonne année. On remercie nos deux clients pour leur confiance. C'est un succès complet ce soir pour le 199e vol d'Ariane 5. Alors, c'est un succès de plus ajouté au palmarès d'Ariane Espace qui vient de mettre sur orbite de transfert géostationnaire les 11e et 12e satellites pour 2010, Hispasat 1E et COREASat 6. Ajoutons qu'à l'issue de ce lancement, le vol SA-99, on comptabilise donc 55 lancements Ariane 5 et 41 succès d'affilée pour Ariane 5. Voilà, 72 satellites ont été mis en orbite. Alors bien sûr, on peut dire que Ariane 5, et là je ne me prive pas de le dire, c'est le lanceur le plus performant de son époque. Dans quelques secondes, nous allons revoir avec grand plaisir, je crois, les images donc du décollage du vol 199. En attendant voilà, le replay.